juste compléter quelque chose que disait Madame Viret en ce qui concerne la différence entre la voix parlée et la voix chantée. La voix chantée, les sons sont tenus. Si je dis oh, je parle. Si je dis oh, je chante. Et on a des impératifs différents. Dans la voix chantée, les voyelles sont déformées parce qu'il y a des impératifs physiques. Et les voyelles vont être déformées, et qu'importe, finalement, souvent on ne comprend pas à l'opéra, et ça n'a aucune importance. Oh, si, alors que dans le discours, par contre, on a vraiment besoin de compréhension. La voix chantée, la voix d'une façon générale, ce sont les voyelles, et la parole, ce sont les consonnes qui prédominent. Voilà un petit peu la différence entre la voix parlée et la voix chantée. Sinon, effectivement, c'est la même technique. Je disais à Madame Viret tout à l'heure, sauf qu'elle est plus en voix chantée, encore plus importante. Pour répondre à votre question, je voudrais dire que, d'abord, la voix, la définition acoustique est ridicule. Si ça n'est qu'un déplacement d'air qui se propage entre un locuteur et un auditeur, ça n'est pas très intéressant. En revanche, c'est cela, mais c'est aussi la traduction de la vie intérieure, et c'est aussi la sonorisation de la pensée, en fait. Elle va transformer un phénomène purement mental, subjectif, en un message que l'on va pouvoir analyser, écouter, enregistrer, etc., etc. Alors, la voix, c'est qu'il n'y a pas de normes en matière de voix. Il y a des moyennes qui permettent de dire la voix est voilée, raillée, rauque, de faible intensité, enfin, etc. Il n'y a pas de normes parce qu'elle bouge tout le temps et que la voix change parfois même en fonction de la vie que nous vivons. J'avais fait un article qui était « Elles ont gagné du pouvoir et perdu des aigus ». Donc incontestablement, en 20 ans, les femmes ont perdu des aigus, gagné des graves en gagnant du pouvoir. Ça, c'est évident. Voilà. Je dis souvent aussi qu'on ne chante pas à Marseille comme on chante à Stockholm. On ne parle pas à Marseille comme on parle à Neuilly. Donc tout ça est lié à des phénomènes géographiques, climatiques, sociaux. La voix traduit une appartenance sociale et professionnelle. Alors la voix elle est caractérisée par 3 paramètres, la hauteur, l'intensité et le timbre. L'intensité, c'est parler fort ou faible, c'est pas très intéressant et c'est pourtant très souvent un symptôme qui amène les gens à consulter. Et c'est le premier, sans faire de psychologie de café de commerce, qui nous permet de dire on ne l'entend pas parce que la machine ne marche pas bien, ou on ne l'entend pas parce qu'elle n'a pas envie qu'on l'entende. Voilà, l'intensité, c'est pas le paramètre le plus intéressant. La hauteur dépend en grande partie de quelque chose dont on a hérité, c'est la masse des cordes vocales. Plus la masse est importante, plus la voix est grave. Les sopranos ont des cordes vocales qui font entre 15 et 19 mm, les basses jusqu'à 30 mm. Voilà. Et puis il y a le timbre, et le timbre, c'est la magie. C'est la résultante de la qualité de contact des 2 cordes vocales, puisqu'effectivement on n'en a que 2, et l'agencement des caisses de résonance. Donc c'est là que l'on va aimer une voix, travailler une voix, on va reconnaître une voix, on sait que l'on juge et que l'on est jugé sur sa voix et sa façon de prendre la parole, et dans les paramètres qui sont les plus souvent jugés et qui nous permettent cela, c'est le timbre. Le timbre traduit vraiment à chaque instant notre vécu. Alors, pour chanter, il y a 300 muscles qui bougent, à peu près. Il y a des pieds jusqu'à la racine, il y a des cheveux, il y a une attitude, il y a une posture. Il n'y a guère que 3 muscles dans les cordes vocales, et il y en a 300 qui vont bouger. Donc travailler la voix, c'est travailler le corps, ce que disait tout à l'heure Madame Viret, c'est travailler le corps tout entier, c'est gérer cette énergie, et c'est très difficile. Il faut 1 an pour arriver à commencer à savoir chanter. Et je pense que pour un comédien, il faut beaucoup de temps aussi pour gérer cette énergie. Quand on chante, on parle toujours, il faut être détendu, il faut de la souplesse. La souplesse avec 300 muscles qui bougent et dont la plupart ont des fonctions antagonistes. Alors, bien sûr, on va pouvoir abîmer sa voix au moment de... Sans technique, avec une mauvaise technique, on va pouvoir abîmer sa voix. Si on n'a pas travaillé. Je voyais dans le sujet, on avait marqué « voix naturelle ». Alors,
je suis un peu opposée à cela. Si on veut dire par là qu'on a une voix naturelle, ça veut dire qu'on peut chanter Verdi sans s'occuper de son périnée? Certainement pas. Pour moi, à ce moment-là, c'est une voix qui n'est pas encore abîmée. Mais une voix naturelle, naturellement jolie, oui, il y en a bien sûr. Il y a des voix naturellement jolies, parce que les belles caisses de résonance, parce que le bon cerveau, parce que la belle personne, c'est pas les belles cordes vocales. Les cordes vocales des plus grands chanteurs ressemblent à celles de tout le monde. Alors dans cette mécanique, eh bien, on peut s'abîmer, et pratiquement toujours quand on s'abîme, c'est par effort, parce qu'on n'a pas soutenu exactement là où il fallait. Ce fameux périnée, ce fameux soutien, on ne va pas l'utiliser progressivement, on se met en comportement d'effort. Chanter, jouer, ça n'est pas un effort laryngé, c'est un effort physique. Donc il va falloir gérer cette énergie, et gérer cette énergie à chaque instant. On parlait de voix placée, je dirais que moi, la bonne voix, c'est la voix adaptable. C'est pouvoir faire ce que l'on veut avec, quand on a envie, des aigus, des graves, donc on voit chanter, c'est facile, mais on voit parler aussi, c'est s'adapter, jouer un rôle, faire passer des émotions. Ça, c'est la bonne voix. Voilà, à peu près. Et j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas seulement des gens qui souffrent de la voix, qui viennent vous consulter. J'ai cru comprendre, des fois, certaines personnes ne se sentent pas bien dans leur voix. Alors, ça, c'est le quotidien de nos consultations. Quand vous avez probablement fait l'expérience personnellement, quand on écoute sa voix dans un répondeur, on ne l'aime jamais et on lui reproche toujours la même chose. Elle n'est jamais assez. Elle n'est jamais assez grave. Elle n'est jamais assez forte. Elle n'est pas ce que vous aimeriez que l'on pense de vous, à savoir que vous êtes fort, responsable, que vous avez un fort caractère. On trouve toujours la voix petite, trop aiguë, immature. Donc, on a des gens qui viennent avec une voix malade. Nos patients sont des enseignants, des commerciaux, des comédiens, des chanteurs, mais des gens pour lesquels, et on en parlera après, la voix est un outil. Et je dis même très souvent, travailler la voix, c'est un développement de compétences. Parce que la voix, c'est un outil de compétences. Je déplore juste que l'oral soit très peu travaillé à l'école. Je n'ai rien contre l'orthographe, mais savoir prendre la parole, c'est un vrai plus. On voit bien des politiques ou des gens dont on peut dire « celui-ci, il ne fera jamais rien ». Il ne fera jamais rien parce que cette voix, elle ne sortira pas. Voilà, il faudrait apprendre l'oral dès la petite enfance. Donc il y a effectivement des gens qui viennent parce que la voix ne fait pas sa fonction. Quand on est un avocat à voix aiguë, on a envie de grave. Quand on est un avocat pénaliste, j'en avais un dans mes patients qui me disait derrière moi ils ont tué père et mère et moi on m'appelle madame au téléphone, impossible. Donc effectivement là on a des moyens, on grossit les cordes vocales, donc qu'importe, c'est pas le sujet du jour. Mais donc la voix on peut être mal avec sa voix. Donc, effectivement, nous faisons appel parfois, bien sûr, à des rééducateurs, à des formateurs, et nous faisons appel aussi à des psychothérapeutes et à des gens qui permettent de passer des caps, parce que cette voix, souvent on pose la question, vous parliez chez vous, enfant? Non, jamais. On prenait la parole? Non, jamais. Etc., etc. Donc, parfois, il y a besoin d'une aide psychologique. Vous avez dit, dans le chant, alors, il y aurait un plus pour le comédien? Et je pense que ça aide le comédien de savoir se servir de la machine. Après, il en fait ce qu'il veut. Il mélodie, il chante pas, mais c'est habiter encore plus son corps. Et puis la voix chantée fait énormément travailler le sensoriel. On sent bien les sensations vibratoires, parce qu'il y a une part extrêmement mécanique, mais on ne peut pas ramener la voix à la mécanique. Si on n'a pas le tempérament, si on n'a pas le talent, si on n'a pas l'envie, la mécanique, elle ne nous sert à rien, la technique ne nous sert à rien. Donc on a besoin d'un plus, tout le monde n'est pas capable d'être comédien ou chanteur, mais je pense que la voix chantée amène à travailler un peu plus le sensoriel encore, la sensation vibratoire. On confond souvent position et sensation. Dans la position, quand on chante dans des graves, les sensations sont en poitrine. Alors on dit voix de poitrine, voilà. Je veux bien.
Quand on chante dans le médium, les sensations sont palatales, à hauteur du palais. Quand on chante dans l'aigu, les sensations sont en tête. On a la tête quand on fait un contre-ut ou un contre-fa. Oh, voilà, c'est terrible. Le bébé qui vient au monde, il fait un contre-contre-fa. C'est incroyable. Il n'a pas mal à la gorge. Alors, position. Il y a des cordes vocales qui font 4 mm et demi. Ouais. Donc, justement, quand il s'exprime, il est à 600 vibrations secondes. Voilà. Mais À 100. pardon, excusez-moi, parce que je compte en ce qui concerne position et sensation. Mais la position du chanteur comme du comédien, si dans les graves, dans le médium et dans l'aigu, il va aller, plus il va vers l'aigu, plus il va descendre sur son périnée aussi, il va descendre son diaphragme. Il est là. Alors c'est la confusion qu'il y a chez beaucoup de chanteurs ou de comédiens, voire peut-être de professeurs aussi, qui n'ont pas très bien saisi la chose. C'est qu'il n'est pas question, quand on chante un aigu, de lever les épaules, d'aller le voir au ciel, ce qui se passe. Non, tout se passe en bas. L'aigu, il est en bas, il est solide en bas. Le médium, à la hauteur du palais, c'est pour les comédiens, comme vous le disiez, les comédiens n'ont, comment dirais-je, peut-être plus de facilité à s'exprimer dans leur voix, avec leur timbre, comme celui de M. Weber, qui est exceptionnel. Et bah oui, c'est sûr. Mais surtout, plus. Non. Ça, c'est des voix naturellement jolies. Et bien voilà, la voix est naturelle. Oui, mais il a besoin de travailler. Peut-être qu'il a besoin de travailler. Il peut aussi mais il a une voix naturellement jolie. Bon, ben voilà, on va terminer sur ce compliment superbe. Non, bien sûr, en ce qui concerne position et sensation, c'est absolument important de bien penser que si vous avez la tête en chou-fleur quand vous faites un contre-fa, c'est pas pour autant que votre voix est là-haut, elle est en bas. Et combien vous voyez de mauvais chanteurs qui vont soulever les épaules, ou les laisser gosiller là-haut, alors que plus vous allez vers l'aigu, plus vous allez vers le sol. J'ai vu, moi, à l'opéra, le Simon Estes, qui chantait le vaisseau fantôme, qui faisait le hollandais, et je me dis à un moment, quand il avait un aigu à faire, c'est une basse quand même, hein, mais j'ai dit, il va crever le plancher. Il va crever le plancher, il était complètement passé. C'était extraordinaire, de voir ça. J'ai envie de vous poser la question par rapport à la tessiture. La tessiture, qui doit certainement se travailler, mais qui quand même n'est pas... La tessiture, c'est ce que l'on peut émettre de plus grave au plus aigu en voix chantée. Voilà, c'est l'ambitus. Donc on va du plus grave au plus aigu. Vous confondez peut-être avec... vous m'avez posé quoi? Non, pardon, je vous ai répondu sur l'étendue et vous m'avez parlé de tessiture. Je me dis aussi que ça pourrait être un des paramètres de la voix qu'on a eu. Non, c'est pas un paramètre. C'est des éléments qui vont se manifester, mais ça ne définit pas une voix. Mais de toute façon, quand on parle de tessiture ou d'étendue, on parle de hauteur. Donc c'est la hauteur de la voix. Là, il y a une fréquence fondamentale. Par exemple, les hommes parlent entre 80 et 120 vibrations secondes. Les femmes étaient aux environs de 180, 220. Elles ont toutes descendu. Pour référence, moi je suis 160 par exemple, vibrations secondes. Donc l'étendue, l'ambitus, la tessiture, tout ça c'est de la hauteur. Donc ça dépend en grande partie de l'anatomie elle-même, de la masse de la corde vocale. Quand on fume, on augmente le volume parce que les cordes vocales vont se démacier et immédiatement on augmente les graves, par exemple. On parlait de voix et de rôle à jouer. Impossible de faire de la politique si on a une voix aiguë. Vous n'êtes pas tous l'âge d'avoir connu Madame Cresson, mais quand elle s'était énervée à l'Assemblée nationale, elle s'est fait traiter d'hystérique, alors qu'elle était partie dans les aigus très normalement. Jamais, bien sûr, je vais faire féministe de base, jamais on dit d'un homme qui est hystérique, mais bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la hauteur, socialement, c'est très important. Je ne crois pas qu'on ait deux voix et deux personnalités différentes comme ça. On n'est pas dans la schizophrénie à ce point, en fait. On va développer quelque chose, on va travailler quelque chose, on va essayer. Moi, souvent, je dis aux patients, il y a des choses qui anatomiquement ne seront pas changées, mais on va rentabiliser la machine. On va s'en servir au maximum. On a 4 parties, une soufflerie, un vibrateur, des résonateurs, un système articulatoire. Et ces 4 éléments, ces 4 systèmes sont travaillés quand on travaille la voix.